Allez, ça s'est déclenché. Désolé, hein. Je voulais enlever ma parka de travail avant de parler. Mon deuxième bureau. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos. On va essayer de faire une vidéo un petit peu sur ce qui se passe au Proche-Orient. Avant toute chose, il va falloir sacrifier à la tradition. Je souhaite une excellente année, donc la santé, l'élévation, je sais pas, la fraternité, l'humanité, mes couilles à ski. Là, je souhaite le meilleur à chacun et à chacune, sauf à mes ennemis. C'est-à-dire tous ceux qui ont vraiment essayé de me... Pas mes détracteurs, mes ennemis. Tous ceux qui ont voulu me détruire, d'une manière ou d'une autre. Cela, vous inquiétez pas, 2019 sera un grand cru aussi. 2018 était déjà une bonne année. 2019 sera un très grand cru. Le cépage est excellent. Ça fait quelques mois que je fais je propose de modestes observations, analyses sur ce qui se passe au Proche-Orient, puisque, comme je l'avais expliqué la première fois, je m'intéresse à ce qui se passe au Proche-Orient parce que je pense que c'est là où tout a commencé, là où tout va se finir et là où le début de la fin va démarrer, puisque je m'intéresse particulièrement à l'eschatologie et à l'eschatologie des trois grandes religions, mais l'eschatologie des autres mouvements spirituels m'intéresse aussi. Donc je me suis mis à faire un petit peu des vidéos, à proposer des analyses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, éviter de copier-coller. Bon, je sais que certains débiles ne comprennent pas encore ce que je fais, alors que c'est accessible à une première année de fac, c'est-à-dire je fais des notes de synthèse, un savoir d'un côté, que je régurgite de l'autre à ma manière, sous un certain angle, en mettant de la valeur ajoutée. Mais bon, certains, c'est vrai que lorsqu'on met des images un petit peu de... Enfin bref. C'est vrai, YouTube n'est fait que ça. Je pense pas à quelqu'un en particulier. YouTube n'est fait que ça. Des gens qui vont chercher des images de télévision. Et qui en plus... se prennent pour... Mais je parle en général, là. Donc nous, on propose... Je suis content de voir quand même que lorsque j'ai fait mes... Bref, revenons à la Syrie, allez. La Syrie, c'est simple. Si tu parles de la Syrie, tu parles de la Turquie. Tu parles de la Turquie, tu parles de l'Iran. Tu parles de l'Iran, tu parles des Kurdes. Tu parles des Kurdes, tu parles des moustachus irakiens. Tu parles des Irakiens moustachus, tu parles des Israéliens. Les Israéliens, tu parles des Palestiniens. Tu parles de tout le monde, d'autres personnes. Tu vois, même pour faire des analyses et parler de cette région, c'est chiant. Ouais, voilà, c'est la région qui a fait chez le monde entier et c'est chiant. C'est chiant, voilà. Donc on va essayer un à un. En plus, c'est un petit peu comme un championnat de football. Tu vas parler des relations turques-israéliennes, israélienne-Hamas, Hamas, je sais pas, Hamas, le Berrichon, le Berry, pardon. Tu vas parler de l'Iran, faut parler des relations Iran-Syrie, Iran-Russie, Iran machin. Et c'est la Coupe Davis. En plus, ils sont tous potes sans être potes, ils sont tous alliés, ils sont pas alliés. Eh, mais vous m'avez toujours pas répondu, ceux qui aiment bien Poutine. Ça vous a pas choqué de voir Poutine serrer la main à MBS? Pourquoi quand c'est un Américain qui serre la main à MBS, c'est un salaud, et quand c'est Poutine, c'est pas un salaud? C'est un salaud pareil. Poutine l'a mis à tout le monde. Pas vrai? Il est pas mis avec tout le monde? À tel point que là, on sait plus trop ce qui va se passer. Bah ouais, parce que les Turcs sont à 34 bornes exactement de l'armée syrienne. Ils sont à Jarablus et les autres sont à Manbij. Alors je voulais démarrer mon... Ça part dans tous les sens, je suis désolé. Excusez-moi. Ah, ça va, c'est la première de l'année. On peut me pardonner. Voilà, ben non, mais si tu veux faire effrayer quelqu'un, dis pas, tu fais comme ça, le mec. La nana, oh, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il a de la barbe, il a des poils partout, il est sale. Max Mara et ses amis kurdes, qui m'avaient insulté, à tort et à raison, parce que je vous avais un peu chambré. Bon, enfin, vous m'avez insulté gentiment aussi. Faut être honnête, c'était même pas des insultes, c'était mauvais. Cet été, lorsque je vous ai annoncé à l'avance ce qui allait se passer. Tu te rappelles? Je t'avais dit qu'en regardant l'histoire et qu'en réfléchissant un petit peu, frère, je t'avais dit qu'en analysant un peu l'histoire, en regardant qui était protagoniste dans l'affaire, on savait comment ça allait se passer, que les Kurdes allaient se faire lâcher. C'est vrai ou pas? Les vidéos sont là. Je t'avais dit que les Américains avaient pour particularité d'être des lâcheurs.
Ils arrivent, ils utilisent quelqu'un et après ils le laissent tomber. Quid de la Géorgie, quid de tout un tas de gens dans leur histoire qu'ils ont abandonné ensuite. Nous aussi, on a un beau passé de lâcheurs de gens, genre Arki, genre certains Vietnamiens, etc. Une fois qu'on s'en est servi. C'était prévisible. Je t'avais dit aussi que les chefs, le YPG et le PKK, pour moi, c'était un peu quand même des gens troubles, dans le sens où ils n'avaient aucune parole, et qu'ils allaient se mettre tout le monde à dos. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je t'avais dit que les Kurdes faisaient une grosse connerie parce qu'ils auraient pu négocier le bout de gras, on défend le territoire, on est Syriens, on défend ce territoire, mais en contrepartie, à la fin de la guerre, on gratte quelque chose. Ils auraient pu faire ça, ils ont refusé l'offre aux Russes, qui était de les protéger contre les Turcs, de faire des affaires avec eux, de faire en sorte qu'Assad leur donne un petit peu d'autonomie, sans plus. Ils avaient tout pour eux. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés faire comme des vulgaires Saakashvili, comme des vulgaires Poroshenko, comme des vulgaires, tout un tas de gens vulgaires d'ailleurs, hein, de tous bords. Ils sont allés écouter les sirènes américaines. Les Américains font ce qu'ont fait les Anglais, hein, le grand jeu. Hein. Alors le grand jeu, vous allez me dire, ça se passait en Afghanistan, en Inde, au Pakistan. Et là aussi, le grand jeu se passe. Ils sont arrivés, ils ont choisi l'élément qui pouvait le plus foutre la merde. Les Américains, au départ, on sait très bien qu'ils ont soutenu indirectement les terroristes. Ensuite, ils ont soutenu l'ALS et sous la coupe, enfin, ce qu'il en reste des Turcs. Daesh, tout le monde a bossé avec Daesh. Je l'invente pas, ça, on va revenir là-dessus. Je veux dire, même Lafarge a bossé avec Daesh et Fabius te dit qu'il n'était pas au courant. Fabius, Lafarge, avec des terroristes qui, Bataclan, tout ça, tu commences à connaître la musique. Voilà. Mais oui, s'indigner, c'est rester en vie. Donc les Kurdes, vous avez tiré la plus mauvaise carte, alors que l'histoire, les gens, mes vidéos, mais ça, à la limite, mes vidéos s'adressent à un public restreint, disaient à l'avance, enfin faisaient à l'avance les chroniques d'un lâchage annoncé. Je vous ai dit que depuis le traité de Sèvres, vous n'avez pas de pays, et que vous n'en aurez pas, vu les chefs que vous avez. J'ai parlé de votre réputation, je ne l'invente pas, c'est-à-dire d'être des fourbes et des traîtres. Au Moyen-Orient, tout le monde me dit, dès qu'on a un genou à terre, ils nous plantent un coup de couteau, ces gens. Je vous avais reproché de vouloir des terres qui n'appartiennent pas au Kurdistan historique. Vous vouliez vous emparer de terres syriennes et aller jusqu'à la Méditerranée pour faire un corridor. Je vous ai dit que Netanyahou et Obama et toute la fine équipe allaient vous enrhumer. Et là, c'est même pas ils vous ont enrhumé, là c'est une bronchite. Max Mara et ses amis, vous êtes venus m'insulter parce que comme d'habitude, hein, je connais ça, j'ai ça aussi dans ma famille. Tu mets un drapeau ou un bout de terre, les mecs ils sont tous nationalistes, mon pays, tout ça et tout. Bon, bizarrement, et puis ils vivent à l'étranger. Et je connais, j'ai ça chez moi aussi. Hein. Tu sais, les gens nationalistes, tu leur donnes un lopin de jardin, tu mets un drapeau jouet club. Oh, mon pays, ben non, tu l'as pas ton pays. Parce que déjà, ton pays imaginaire, là, le pays magique de Candy, du Kurdistan. Non, mais je le dis avec ironie, mais j'ai annoncé. Et quand je dis je l'ai annoncé, c'est pas pour faire le malin. C'est juste que c'est tellement évident. Alors je comprends pas. En Irak, ça s'est soldé en 3 jours par une fessée, par les types du PKK qui sont partis alors qu'ils voulaient prendre des champs pétroliers qui ne leur appartenaient pas. Et en Syrie, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent l'armée de Bachar al-Assad à la rescousse. En les suppliant presque de venir et en négociant rien du tout. Il n'y a rien de négocié. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Récapitulons. Trump arrive. Il annonce tout un tas de trucs. Notamment le retrait des troupes américaines. Bon, on sait qu'il est en bisbille avec ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les néoconservateurs qui tiennent tout le pays. Il est sur la sellette, il nous voit. Un coup, il barre à droite, un coup, il barre à gauche. Il a promis de quitter la Syrie, il a promis de quitter beaucoup d'endroits. American First, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on reste en Syrie alors que personne ne peut nous blairer, alors que dès qu'on fait un truc, on se fait critiquer même si c'est un bon truc, et alors que Daesh n'existe plus, en admettant qu'elle ait réellement existé de manière indépendante. Ça, il le sous-entend. Parce qu'il en sait des choses, mais il ne peut pas tout balancer. Il se dit, je me barre. Les Turcs disent, c'est super, on va rentrer dans le Kurdistan. Les FDS disent, merde, on était cons, il nous a lâchés. Les Syriens les regardent en ricanant, les Russes ricanent en disant bande de blaireaux, ben regardez, tout ce qu'on vous a promis, ben finalement maintenant vous vous retrouvez comme deux ronds de flanc. Et t'as les Kurdes qui appellent à l'aide qui? Pas la France en tout cas, l'armée syrienne. Donc en disant aux Syriens, venez récupérer vos terres. C'est ce que font les Syriens. Et comme les Kurdes sont rentrés et s'apprêtent à mener une offensive dans le nord de la Syrie, est-ce que la Turquie et la Syrie vont se battre? L'armée turque est beaucoup plus forte que l'armée syrienne qui est fatiguée.
Mais que fera la Russie? Que fera l'Iran? Que feront les milices du Hezbollah? Parce que ça change la donne. La Turquie, elle a sa frontière. Si elle rentre, est-ce qu'elle bénéficiera du support aérien? De leur F-16, tout ça? Ou est-ce que les défenses syriennes qui se sont vachement améliorées, on le voit, elles sont de plus en plus performantes, vont pas neutraliser le ciel? Est-ce que les Russes vont neutraliser le ciel ou pas? Que vont faire les Russes? Parce que à la base, ils sont là, ils ont 2 bases en Syrie, ils sont là pour aider les Syriens, quoi. Puis petit à petit, Poutine s'est fait pote avec tout le monde. Alors je veux bien sa politique, ça calme tout le monde, il fait manger tout le monde. Mais pour aller où, là? C'est pareil pour Erdogan. Erdogan, il passe son temps à chambrer Netanyahou, mais tu fais pire que Netanyahou. Je veux dire, tu me parles du Golan et tu fais quoi au nord de l'Irak, de la Syrie? Tu as décidé que le nord de la Syrie t'appartenait, que le président Bachar el-Assad était illégitime et que tu avais le droit d'envahir tout le monde. C'est un peu du... Là, je m'adresse aux Turcs. Vous n'avez pas l'impression qu'Erdogan, vous reprochez à Netanyahou ce que fait Erdogan? Il y a aucune... La Syrie, elle appartient pas à Erdogan. Les petites milices turkmènes là représentent pas les Syriens et puis qu'ils ont rien à foutre là-haut. Moi personnellement, j'ai pas envie de voir une guerre, mais j'aimerais bien que l'armée syrienne, voilà, allez-y les gars, maintenant allez récupérer vos trucs. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, le gars? C'est un type qui a quand même travaillé avec Daesh, qui a travaillé avec les loups gris, milice extrême droite, qui a travaillé avec Daesh, notamment son fils. C'est officiel. On a bombardé, Poutine a bombardé en guise de rétorsion, Poutine a bombardé les camions du fils, je crois, d'Erdogan, de sa boîte qui remontait avec du pétrole, qui passait le pétrole de Daesh, qui était vendu en Europe, en Bulgarie, en Roumanie. Voilà pourquoi je m'en prends aussi à ces pays. Bulgarie qui, elle, a alimenté par exemple tous les islamistes en Libye et en Syrie. Vous voyez que c'est un panier de crabes, tout ça. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Par contre, les cons, c'est nous, parce que nous sommes les seuls. Putain, mais j'ai jamais vu des gens comme ça, quoi. Je veux dire, ministre des Affaires étrangères, ministre des Armées, mais là, je pensais qu'on avait creusé jusqu'au bout, qu'on avait touché le fond. Non, les gars, ils vont trouver du pétrole, hein. Ils vont se retrouver de l'autre côté de la Terre, en Nouvelle-Zélande, quoi. T'as les Kurdes qui veulent prendre des terres qui leur appartiennent pas. L'ONU qui leur dit non, c'est pas à vous, c'est à la Syrie. Les Turcs qui, eux, vont rentrer pour casser la gueule aux Kurdes. Les Syriens qui disent si vous rentrez, nous aussi on va se battre, on va récupérer nos terres. Les Américains se barrent et nous qu'est-ce qu'on fait avec 250 types, avec 2 carabines? On reste, on va protéger les Kurdes. Macron, tu vas protéger les Kurdes comment? Avec 250 types, avec 3 hélicos, contre l'armée turque, contre les milices, contre les tribus qui est là-bas et qui commencent à s'armer, puisque Bachar el-Assad combattra les Turcs directement et indirectement, en utilisant des milices, les locaux, des groupes armés, etc., etc. Ça marche comme ça au Proche-Orient. On se bagarre, mais par gens interposés. Parce qu'on ne peut pas s'affronter férocement, parce qu'après on ne pourra plus faire la paix, on aura trop la haine. Donc il faut garder un petit peu, il faut ménager les apparences. Comme ça que ça marche, c'est pour ça qu'ils s'allient, ils se délient, ils se relient. Donc nous, au lieu par exemple de se barrer comme des... On sait tous que l'armée française là-bas, c'est une armée de larbins. Elle est là juste déjà, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Alors ils veulent nous faire croire que c'est pour lutter contre le terrorisme en France. Donc tu vas en Syrie, former des Kurdes et accessoirement donner des armes à Daesh pour empêcher ce qui se passe ici. Mais si tu veux empêcher ce qui se passe ici, il faut intervenir ici, faire du vrai travail de police, il faut faire du vrai travail, hein, faut pas monter des falses flags. Qu'est-ce que tu fais là-bas illégalement? Avec 250 hommes, au lieu de fermer sa gueule, de prendre ses affaires et de se barrer, vite fait, comme ça, en se disant, bon, personne va trop voir, les gens vont oublier cet épisode de l'histoire où on a été pire que des larbins. Parce que les Américains te méprisent, ils t'ont même pas prévenu. Trump vous méprise. Trump méprise tous ses alliés de l'OTAN, parce qu'il sait qu'ils appartiennent au nouvel ordre mondial et à l'état profond qui l'emmerde, lui. Je sais pas si vous m'avez compris. Ben nous, non, on va rester, on va défendre les Kurdes. Ça fait rire les Turcs, déjà, c'est bien. C'est bien, quelque part, tu as réussi quelque chose. Tu as réussi à amener la joie et la bonne humeur là-bas. Tout le monde a rigolé. Puis les premières questions, enfin les premières interrogations sont arrivées lorsque Anadolu, je crois que c'est l'agence gouvernementale turque, a indiqué les 9 bases et non pas 5. Vous mentez aux députés, les gars, vous avez dit qu'il y avait 5 implantations là-bas. Il y en a 9. Il y a des forces spéciales françaises qui sont là-bas en toute illégitimité pour aider des gens qui n'ont pas à prendre des terres. Et puis, on a vu ce que vous avez bricolé de toute façon depuis le départ. Depuis le départ, c'est simple. Les gouvernements français, larbin de Netanyahou et des USA, soutiennent des terroristes islamistes. Depuis le début, on le sait. À part 3 cons qui traitent de complotistes, depuis le début, on sait que vous êtes servi de l'islamisme. Hein. Vous imitez
ce que font les Américains dans le monde. Ils ont des armées de proxy, ce qu'on appelle des armées de proxy. Je t'attaque sans que je t'attaque, sans que tu puisses dire que c'est moi. Je t'attaque par le biais de mes proxys. On a vu que tout au long de l'histoire, il y en a toujours eu. Dans les années 70, c'était l'extrême droite, l'extrême gauche, les proxys des services de renseignement pour faire tous les sales coups. C'était les mercenaires en Afrique. Là, on sait que c'est les islamistes et qui travaillent pour l'OTAN, qui travaillent pour, voilà, les frères musulmans, tout ça. On sait tout ce qui est derrière, avec des pays intermédiaires. Je le répète à chaque fois. Et nos gouvernements successifs ont fait allégeance à tout ça. Hein. Voilà, parce que quand ils se soucient du sort de terroristes à Idlib, alors qu'ils allaient se faire... D'ailleurs, Idlib... la poche est quasiment réduite. Voilà, donc nous on est là-bas, on ne sait pas pourquoi on y est, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'on est dans le mauvais camp à tous les coups, on vient de se faire cramer pour 50 ans de reconstruction. Ben oui, parce que ce qui est terrible, c'est quand tu es un homme politique français, que tu touches de l'argent qatari ou saoudien, tu te fais inviter, avec tout le tout-team, hein, tu sais, l'hôtel, les nanas, enfin bref, hein, je rentre pas dans le détail, pour être le laquais d'un pays arriéré moyenâgeux qu'est l'Arabie Saoudite. Et quand ces gens-là arrivent à revenir en Syrie en finançant la reconstruction en Syrie, alors que toi, ils veulent pas de toi, quelque part, j'ai envie de dire, le plus gros cocu de cette affaire, c'est toi, parce que les USA s'en sortiront, les Russes ont tiré leur épingle du jeu, tout le monde a tiré son épingle du jeu, là. Même les Israéliens, ils ont tiré leur épingle du jeu. Sauf nous. En voulant lécher le cul aux USA, et en voulant être le premier larbin des USA, même l'Angleterre n'est pas aussi larbin que nous, elle a pris ses distances, on s'est retrouvé dans un fiasco politico, diplomatico, juridico, ce que tu veux, avec un O, énorme. Et avec quand même, pendant des années là, on a soutenu directement ou indirectement, parce qu'on va pas les voir et leur donner les armes directement. Tiens, les derniers tunnels de Daesh, on a découvert des armes américaines et israéliennes. C'est pas des armes qui circulent comme ça. On a tout le temps trouvé des armes françaises, des armes de l'OTAN, des trucs que tu peux pas avoir. Hein. C'est pas je vais à Weldom, je demande un Mistral, non. Un missile anti-char. Ça marche pas comme ça. Ces trucs-là sont suivis, tout ça. Il y a une responsabilité. Je rentre pas dans le détail du monde des marchands d'armes, mais il y a des us et coutumes, il y a des trucs qui se font. Alors c'est certificat end user ou user end, je sais plus. Ça c'est pour les cargaisons. Hein. Voilà, en gros tu achètes quelque chose, tu dis que tu seras l'utilisateur final, tu t'engages à, etc., etc. Le démarquage des armes. Mais donc là, dans le Nord, on a 250 Français, on se demande ce qu'ils foutent là-bas. Des Turcs qui veulent prendre le truc, des Syriens qui sont installés là-bas, et les YPG qui ont pris leur YZ et qui se sont barrés, après avoir foutu le bordel. Il serait temps aussi que, à la limite, que les YPG rendent des comptes aux Kurdes, en leur disant, eh bien, écoutez, on a été lamentable du début jusqu'à la fin. En plus, on veut nous faire croire que ces gens-là ont affronté seul Daesh. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, sérieusement. Le plus gros du boulot a été fait par les Russes, les Iraniens et les Hezbollah. Et l'armée syrienne. Écoute, ça fait 6 mois qu'ils sont plus que 20 Daesh dans 2 villages et qu'on continue à nous dire oui mais là il faut les éradiquer complètement sinon ça repousse. En fait ils sont en train de faire durer le petit bouton là de fièvre qui reste, ils sont en train de le faire durer parce que le terrorisme leur a servi. Il leur a tellement servi qu'il leur a échappé des mains et que leur maître les a sanctionnés. Nous on nous a sanctionnés au Bataclan, il nous a sanctionnés avec Charlie, le maître, en utilisant ses proxys islamistes par le biais des Saoudiens, enfin il y a plusieurs truc, hein. Le gars il décide, mais après tu as plusieurs fusibles. Voilà un petit peu la situation en ce qui concerne la Syrie du Nord. Est-ce que je pourrais rajouter d'autres? Je pense pas qu'Erdogan gagne là-bas. Finalement, celui qui va gagner, c'est Bachar el-Assad, quoi. Les plus gros perdants, c'est les Kurdes. Et nous, moi je suis pas avec les forces spéciales françaises. Sur ce coup-là, je suis pas avec les forces spéciales françaises. Je suis pas avec des mecs qui brassent avec des islamistes directement ou pas. Et voilà, c'est un peu comme les CRS. Je suis pas avec les CRS non plus. Non, c'est bon. Les gens qui te regardent dehors, c'est leur gouvernement qui gère les terrorismes. J'annonce de suite que les blaireaux qui viennent juste nous traiter de complotistes, hein, je sais qu'il y en a toujours 3-4, vos messages passeront pas. Voilà, oui, on est complotistes. Ouais. Le monde entier est au courant, sauf toi, parce que BFM ne te l'a pas dit. Mais on est complotistes. Ouais, finalement, le grand gagnant, ça va être Bachar el-Assad. Il est déjà gagnant. Hein. Ils l'ont imploré de venir. Viens, s'il te plaît, reprendre mon biche, viens, c'est à toi, non, on te le rend. Necham. On va poursuivre un petit peu. Après, moi, ce qui m'amuse dans les relations
turco-israélienne, c'est que Erdogan, il vaut pas mieux que Netanyahou. Hein. Bah, excuse-moi, ce qu'il fait dans le nord de la Syrie, ce qu'il fait à Chypre, ce qu'il fait un peu partout, c'est quand même une politique agressive, expansionniste et impérialiste. Je l'attaque pas pour l'attaquer. Il n'a pas décidé de qui fait quoi en Syrie, qui est quoi, alors qu'il a le mec, il est là avec 3 milices qui habitent même pas le coin. Donc après qu'il se fout de la gueule de Netanyahou, ça me fait bien rigoler, hein, parce qu'il est pas mieux. Il est pas mieux. Et qu'il se rappelle qu'il était en affaire avec Netanyahou dans les années 90. Alors si Netanyahou il est ce qu'il est, et on sait qu'il est ce qu'il est, Erdogan il est quoi? Parce qu'Erdogan, sa seule politique, c'est de faire le coq et l'homme fort pour essayer de fédérer autour de lui tous les Arabes et tous les pays musulmans, pour être le leader de tous les pays musulmans. C'est pour ça que depuis le début, le Marmara, tout ça, il en fait trop. Quand il avait envoyé la flottille pour forcer le blocus autour de Gaza et qu'il y a eu 9 morts. Voilà, je vous avais raconté cet épisode et ce que j'en avais déduit. Donc depuis le début, il est là. Quant à Netanyahou, il est bas, hein, parce qu'il veut empêcher des élections anticipées. Il est dans d'étranges affaires, encore une fois. Hein, tous les premiers ministres israéliens, ils sont dans des affaires de corruption. Faut arrêter l'immobilier, les gars. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que franchement, c'est quand même une démocratie, quoi. Parce que je crois que c'est le représentant de la police qui a son mot à dire quant à l'enquête et qui a demandé à ce que l'enquête continue et que pour eux, il était coupable. Est-ce que tu vois en France le ministre de l'Intérieur mettre en cause le président de la République? Est-ce qu'en France, on a enfermé des hommes politiques d'envergure? Bah, là-bas, ils en ont enfermé déjà 2. Hein. Ehud Olmert, Monsieur Cigare, et comment il s'appelle, et Moshe Kassav. Et là, Netanyahou, il a les miquettes, hein, parce que affaire de corruption, donc il risque de tomber. Son ministre des Affaires étrangères, ouais, c'est Affaires étrangères, Lieberman. Je sais pas, avec sa hache, il y a le ministre des haches, a démissionné. Donc il a une majorité assez fragile, Netanyahou. Au Parlement, là-bas c'est à la proportionnelle, donc il y a plein de petits partis, il doit s'allier avec certains partis, d'autres partis, je crois que c'est Moshe Salon, ou je ne sais plus, j'ai pas mes notes, excusez-moi, qui lui aussi représente un petit parti qui a menacé de quitter la coalition, et donc à ce moment-là il n'y a plus de majorité au Parlement, donc élection anticipée, donc bye bye Netanyahou, ça fait 10 ans, et il y a une grogne dans le pays, parce qu'économiquement c'est chaud, et puis il y a des gens qui commencent à lui dire, mais écoute gars, ça fait 10 ans que tu es là, entre le moment où tu es arrivé, où il y avait des chances qu'il y ait de la paix, et maintenant, où tu as les Iraniens qui sont à la frontière, où les autres ont 150 000 missiles, où on est cerné sur 3 fronts, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous as fait? Ben ouais, les gens commencent à le dire. C'est pas tout. Et là, je m'adresse à tous les pays, à tous les beaufs de la Terre. C'est pas tout délire des gens qui arrivent, qui font les musclés, on va faire Yaka, il faut. Regardez la politique américaine de Yaka, il faut, on est les plus forts. Ça donne quoi à chaque fois? Ça donne de la merde. Donc quand il y a un type comme ça, moi je l'ai toujours attaqué, j'ai toujours attaqué sa politique d'extrême droite en disant que c'est une fuite en avant stupide. Après, oui, je sais, c'est un messianiste, il fonctionne en fonction de l'eschatologie, et à partir de là, c'est pas si stupide que ça ce qu'il fait. Ça, c'est si on croit à l'eschatologie, comme nous. Mais il y a des gens qui ne croient pas, et si tu regardes sur un plan purement laïque, ce qu'il a fait en 10 ans, ben, il a affaibli Israël, qui n'a jamais été aussi faible que maintenant, les Iraniens le savent, et ils poussent le Hezbollah à attaquer. Et tu as 3 fronts qui se préparent. Ça donne une opération sur le Hamas qui dure 2 jours et tout de suite il y a un cessez-le-feu parce qu'on s'aperçoit que Dôme de Fer, Franck de David, tout ça n'arrive pas à arrêter des roquettes un petit peu bricolées par les types du Hamas. Donc il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, t'as un commando israélien. Alors même les Israéliens ils savent pas trop ce que voulait faire ce commando. Certains parlent même d'une provocation pour provoquer un conflit avec le Hamas à Gaza, conflit qui aurait permis de faire diversion, conflit qui aurait permis à Netanyahou donc de rester un peu plus, qui l'aurait conforté puisque en temps de guerre les gens ont tendance à s'unir. Donc c'est des types d'unités d'élite qui sont rentrés à Gaza, qui se sont fait repérer parce qu'en face aussi ils commencent à connaître les combines, fusillades, alors c'était soi-disant pour choper 2 chefs militaires. Les 2 chefs militaires sont morts pendant la fusillade. T'avais pas besoin de les choper, t'avais juste à faire la fusillade et tu les avais. Mais beaucoup de gens te disent que c'est n'importe quoi, qu'en fait il y a un contenu obscur. L'objectif était obscur.
Certains te disent que l'objectif était clairement de démarrer quelque chose là-bas. Faire une provocation pour qu'en face ils tirent des roquettes pour que tu viennes bombarder, t'envoies tes troupes au sol, tu dis on est attaqué, protégeons-nous, on ne fait pas d'élection. Voilà ce qu'a voulu faire Netanyahou. Donc fusillade, il y a un mort côté israélien, mais c'est des très bonnes troupes d'élite qui se sont fait serrer. De l'autre côté, il y a 5-6 morts, mais bon, c'est des types avec leur Kalachnikov, ils font ce qu'ils peuvent et ils ont quand même réussi. Là, on parle pas des Navy Seals, c'est une unité, je crois qu'elle a pas de nom, ils l'appellent la cerise sur le gâteau, cette unité d'élite. Elle est au-dessus de leur unité d'élite classique, là, Sakayed 13. Alors celle-là, elle a un nom en hébreu, moi je parle pas l'hébreu. C'est vraiment du pointu de chez pointu, là. Elle a pas de nom tellement les... Eh ben c'est ça qu'ils ont chopé. Ils en ont blessé un d'ailleurs. Les Palestiniens en ont blessé un, ont perdu 5-6 hommes. À partir de là, donc ça se bagarre, les avions, les F-16, les missiles, les roquettes, les cris, tout ça, les ce que tu veux, les types qui vont sur la colline avec leurs chaises pour observer les tirs de missiles, enfin bref, on connaît tout ce folklore. Je préfère le dire en rigolant. Et puis on s'attendait à ce que ça démarre, et rien. Les gars ils ont tiré 500 tuyaux, 500 roquettes sophistiquées, et là vous voyez un petit peu l'épée contre le bouclier. L'épée a gagné, une vieille épée a battu un bouclier hyper sophistiqué. Vous voyez les limites de la technologie, les limites aussi de missiles anti-aériens qui coûtent la peau du cul, je m'excuse de l'expression, face à des roquettes à 500 €. Vous voyez un petit peu la saturation. Si vous voulez, chaque mur, chaque bouclier, chaque épée a son pendant qui l'empêche. C'est un petit peu comme en sport de combat, chaque clé a une anti-clé. Chaque coup a un coup qui lui est opposé, soit qu'il le neutralise, soit qu'il le transforme, soit... Enfin voilà, tu m'as compris, bref. C'est à partir de là que Lieberman a démissionné en disant « Mais attends, tu démissionnes alors qu'il fallait lancer une offensive terrestre. » Netanyahou lui explique que là, l'offensive terrestre, elle aurait été coûteuse en hommes et l'armée israélienne, c'est un petit peu comme les armées européennes, elles essayent de limiter au maximum le nombre d'hommes pour limiter l'impact sur leur population civile. Donc résultat, en voulant faire une diversion, il s'est retrouvé avec des hommes à terre, une coalition en lambeaux, et puis il a vu qu'ils n'ont jamais été aussi, qu'ils n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fait l'ami Netanyahou? Parce que de toute façon il est impayable, il se dit tiens bon ça marche pas au sud, on va tenter au nord. Et d'un coup il te sort 4 tunnels qui existent sûrement. Mais jusque là, quand tu surveilles ta frontière et tu remarques des tunnels, avec des gars, les tunnels, c'est des vrais tunnels, tu sais, tunneliers, tout ça, c'est Vinci limite. Tu les démolis pas les tunnels, tu les observes, tu laisses les gars se fatiguer à faire des tunnels que tu démoliras au moment opportun, si possible lorsque la guerre éclatera, si possible lorsqu'il y aura des gens dedans, parce que c'est des tunnels de plusieurs kilomètres qui permettent de passer du Liban en Israël. Ben non, lui il a annoncé qu'ils allaient boucher 4 tunnels qui, au nord, à la frontière, faisaient passer les gens, que c'était une grosse affaire, que c'était une grosse victoire. Alors tout le monde sait que c'est n'importe quoi de procéder comme ça, puisque ils auront le temps d'en faire d'autres des tunnels. Donc ça n'a pas manqué, le Hezbollah a pris des photos de soldats israéliens vus de dos, vus d'Israël, en leur montrant, oui, on passe quand on veut, vos frontières, on fait ce qu'on veut. Il y a même eu un morceau, un chanteur qui a fait une chanson assez rigolote, suite au vol de 2 mitrailleuses. Et là, putain, l'armée israélienne, maintenant, c'est un petit peu l'armée à Bourbaki, quoi. Donc les types vont détruire des tunnels. En fait, c'est juste pour faire monter la tension sécuritaire pour que Netanyahou fasse oublier ses péripéties judiciaires. Détruisent des tunnels. Il y a des sections qui montent pour les protéger, bien évidemment. Ça s'embrouille avec les Libanais. Tu as un Libanais courageux, même qui a empêché des soldats de passer en leur disant la frontière, c'est derrière l'arbre. Les Libanais sont arrivés, là en ce moment toutes les familles libanaises descendent sur la frontière faire des pique-niques en regardant de l'autre côté des types avec des mitrailleuses qui protègent des types qui démolissent un tunnel. Et ben malgré la protection, les types qui protégeaient ces types-là qui démolissent un tunnel, donc, se sont fait voler 2 mitrailleuses. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter le vol de mitrailleuses, c'est d'unité combattante, c'est la honte. Une unité combattante qui doit être en protection d'une unité de génie militaire et qui se fait voler des mitrailleuses par des types, par de civils, en jean diesel, qui tournent sur une mobilette. Donc le Hezbollah a rigolé. Bon, pas de peau. En bas, on se fait ridiculiser par les Palos. En haut, on se fait ridiculiser par les Barbudos. L'ami Netanyahou s'est dit, bon, bah allez, on va
On va en faire une troisième. Hein. Il s'est dit, tiens, si on attaquait la Syrie, ah ben non, on peut plus, là, les Russes, ils nous ont fait les gros yeux. Donc on va pas rentrer avec nos avions, mais on va lancer des missiles solaires. Non, sol-sol. Ils balancent des missiles sol-sol, soi-disant pour toucher des objectifs iraniens. Bon, bref. Beaucoup de ces missiles sont interceptés. C'est un demi-échec, puisque les Syriens démontrent clairement que, avec le nouveau guidage de leurs missiles S-200, avec l'installation de S-300 qui n'ont pas encore tourné, hein, les S-300. Les zones attaquées, ce ne sont pas des zones avec des S-300. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est pas tout le missile. C'est comment il est guidé. Quel type de radar, le radar de tir, le radar d'acquisition, le radar d'acquisition de cible, le radar de conduite de tir. Allez voir un petit peu cette vidéo où on parle des systèmes de défense anti-aérien. Là, on voit clairement qu'avec des S-200, les Syriens, avec des S-200, mais avec des radars performants, avec une coordination russe, eh ben, les missiles syriens touchent. Donc, ils attrapent des missiles sol-sol. Certains passent, mais c'est beaucoup mieux qu'avant, en tout cas, sur le plan de la défense. Et là, donc, il y a quelques jours, c'était des avions F-16. C'est des F-16 Viper, je crois, il me semble, ou à dire, des F-16 qui balancent toute une flopée de missiles. Et là, on voit que la défense syrienne est très forte, puisque toujours pareil, avec des S-200 Divina, ils arrêtent la quasi-totalité des missiles. Alors, les Israéliens ont déclaré, alors c'est là où ils ont été malins, hein. Ils ont tiré du territoire libanais, qui n'est pas encore protégé, des missiles, et ils ont joué sur le fait que des avions de ligne allaient se poser, là où ils allaient toucher. Donc ça bloquait certaines réactions syriennes, certaines ripostes syriennes, et les Israéliens ont encore joué avec des avions de ligne. Alors là, ils utilisent tout un tas de techniques pour essayer d'échapper au radar, parce que ça devient compliqué pour eux. Ils savent que s'ils rentrent en Syrie, ils sont détruits, leurs avions. Les Russes les rateront pas, je pense. Mais il faut qu'ils continuent. Donc l'ami Netanyahou, là, envoyé 6 F-16, soi-disant pour buter des cadres du Hezbollah qui allaient en Iran. Le problème, c'est que quand tu écoutes les spécialistes, les membres du Hezbollah, ils se baladent pas comme ça, ils prennent pas d'avion. C'est pas le mode opératoire du Hezbollah de se promener comme ça, donc ça tient pas la route. Après, on a parlé de cibles iraniennes, il y en a pas. Mais en fait, non, ils ont visé l'armée syrienne, c'est tout, pour que l'armée syrienne riposte. C'est-à-dire qu'en gros, une fois sur deux, lorsque les Israéliens te disent on a tiré sur des Iraniens, non, ils tirent sur l'armée syrienne pour l'affaiblir. On les a pas vus tirer au Golan, sur le Golan, sur Daesh, on les a pas vus tirer sur les autres. Et donc encore une fois, échec, semi-échec. Donc oui, effectivement, je crois qu'ils ont fait quelques blessés. Je crois qu'ils ont touché un entrepôt, mais des dégâts minimes. Et l'essentiel des missiles ont été interceptés. Donc en fait, en essayant de faire quelque chose, ils montrent qu'ils n'y arrivent plus. C'est pour ça que c'est chaud. Parce que, voilà, je me répète encore, les Iraniens, là, poussent à la guerre en disant ils n'ont jamais été aussi faibles, il faut les attaquer sur 3 fronts. Et effectivement, il y a le risque des 3 fronts, là. Front nord, front syrien et front Hamas. Le grand gagnant aussi du jeu en Syrie, c'est l'Iran. Hein. On a vu Trump les a menacés de tout un tas de choses, et finalement, ils sont encore là. Ils développent leur armement. Ils viennent de sortir une frégate. Oui, ils avancent pendant ce temps. Contrairement aux pays arabes, les Iraniens avancent. Ils viennent de sortir des frégates. Enfin, ils commencent à démontrer un certain savoir-faire pour des technologies évoluées. Après, c'est pas non plus l'US Navy, mais ils commencent à avoir des frégates très modernes. Ils commencent à avoir une. Alors pour l'aviation, c'est surtout. C'est pas des avions qui tiennent la route, mais c'est surtout pour leur marché intérieur, enfin pour leur population. Mais par contre, au niveau aviation, au niveau balistique, ils sont là. Les sanctions les ont pas touchés. Ils vendent leur pétrole. Les seuls qui sont pénalisés, c'est nous. Puisque nous sommes devenus l'armée américaine. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ils se préparent à la guerre doucement. En installant des bases de lancement de missiles, sol-sol. Hein, parce qu'on sait que les Iraniens veulent faire la peau des Israéliens, que les Israéliens ne vont pas se laisser faire. Ça, on le sait. Hein. Et je vous rappelle que ma chronique, là, elle se veut neutre. Hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus pour l'Iran? Non, parce que la Turquie, elle a bien joué avec l'affaire Khashoggi, mais là, ce qu'ils sont en train de faire en Syrie, non seulement ça va se retourner contre eux, non seulement ils se mettent tout le monde à dos, mais on attend juste ce que fera la Russie. La Russie, donc pour moi, Gog, c'est juste une faction dans ce combat, c'est une faction, hein, c'est un protagoniste,
Pour moi, il est Gog, Poutine. Le reproche que je lui fais, c'est sa duplicité, d'être pote avec tout le monde. Alors certains te parlent de il joue aux échecs. S'il te plaît, tu joues même pas à la belote, si tu veux me parler d'échecs. Il joue aux échecs. Il va jouer au trick-track. C'est le pote à tout le monde, à Erdogan, à tout le monde. Et petit à petit, l'eschatologie te dit que ce type va réussir à calmer tout le monde, va allier tout le monde autour de lui et qu'ils vont attaquer Israël. Et de là, il y a un mois, il s'embrouille avec les Israéliens. Et t'as encore des gens qui ricanent. Oh, il a dit F-300. Les Américains, eux, se sont retirés. Ah ouais, je saute du coq à l'âne, là, ils sont retirés, mais ils sont pas tant retirés que ça, parce qu'ils ont fait partir des forces spéciales, mais ils ont leur base partout, en Jordanie, en Irak, un peu partout autour. Ils ont leur aviation, ils sont encore là. Trump est parti parce qu'en fait, aux USA, on l'emmerde avec l'enquête russe. Ils veulent absolument trouver une collusion avec lui et les Russes. Hein. Pour peu qu'il ait bouffé, pour peu qu'il ait bu une vodka, et c'est fini. Donc, il a sorti cette carte-là, je me casse d'Afghanistan, je me casse de Syrie. Il l'avait déjà sorti en février dernier, mais on l'avait empêché d'eux. Mais cette fois, apparemment, on l'a pas empêché, puisque le déménagement se fait. Les principaux généraux qui étaient autour de lui et qui étaient très va-t-en-guerre, certains ont démissionné comme Matisse. Quant à ses laquais, ils ont été pris de court, puisque Macron était là, oui, un allié ne devrait pas traiter ses alliés. Mais t'as pas compris, Emmanuel Macron, que t'es pas un allié des USA. Tu es leur larbin. Et ils t'aiment pas. Et ils t'aimeront jamais. Et puis t'es pas là pour te faire aimer. Voilà, t'es leur larbin. Et si tu n'agis pas comme ils veulent, c'est menaces, rétorsion économique, terrorisme dans le pays, soutien à affaires qui sortent dans la presse, etc., etc. C'est-à-dire méthode de voyou. Tu le sais, je le sais, on le sait tous. Alors pourquoi tu persistes à rester là-bas? Personne ne veut de toi. Non mais explique-moi, les Kurdes ne veulent pas de toi, ils viennent d'appeler les Syriens. La LS, ce qui reste de la LS est pro-turc. Les Syriens préfèrent Bachar al-Assad. Tu es détesté là-bas, nous sommes détestés là-bas. Au nom de quoi tu restes? Protéger qui? Protéger qui? Là, qu'est-ce qu'on a? C'est très simple, on a une configuration qui ne peut qu'éclater. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord entre les Turcs et les Syriens. Il faut voir ce que fera Poutine. Il sera bien obligé de se décider là. Parce qu'apparemment les Américains se sortiraient en disant aux Turcs, vous faites ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait Erdogan aux USA. Ils lui ont finalement vendu des patriotes. Pour ceux qui me disaient, mais ils lui vendront pas de F-35, tu te rappelles ça? Mais tu dis n'importe quoi, les F-35 ils vont pas lui vendre, tu te rappelles ou pas? Ben, ils vont lui vendre des F-35, comme je te l'avais dit. Finalement, cette affaire elle allait se dégonfler. De l'autre côté, il achète des S-400. En fait, il joue à il ou voit. Le jour où il met un genou à terre, Erdogan, par contre, ils lui tomberont tous dessus. Il est important parce qu'il a une grosse armée, il est important parce que le Bosphore, il est important parce que voilà, parce que c'est un acteur incontournable de la région. Mais vu ce qu'il a fait à tout le monde, là, aux Européens, au monde arabe digne, hein, je parle pas des autres, hein, parce que de toute façon, aux Israéliens, parce qu'il a passé son temps à envoyer des tweets à Netanyahou en le traitant de génocidaire, alors bon. Non, honnêtement, Erdogan, il vaut pas mieux que Netanyahou, il fait la même chose. Non, mais on est juste ou on n'est pas juste? L'autre, il a envahi le nord de la Syrie, il croit que c'est à lui. Il a envahi Chypre, il a envahi au nom de quoi? Ouais, parce que Bachar al-Assad est illégitime. Donc moi, je vais venir chez toi, je vais dire que tu es illégitime, je vais rentrer dans le pieu avec ta femme, tranquille. Non, mais c'est la loi du plus fort. Alors, on a tendance à critiquer Israël, les USA, mais on oublie en politique impérialiste la Chine, on oublie la Turquie, on oublie aussi les impérialistes régionaux, quoi. Tu sais, tous les mecs, dès qu'ils ont 3 biceps, ils essaient de taper sur leurs voisins. Ah, parce que la Chine, en matière d'impérialisme, ou la Turquie, excuse-moi, hein, demande aux Grecs. J'ai rien contre voilà, je fais un édito et je dis ce que je pense, hein, tu vois. C'est un jour, je dis des choses bien quand il y a à dire des choses bien, et le lendemain, puis moi je m'en prends à Erdogan et à sa politique, et aux gens qui le soutiennent. Vous vous rendez pas compte à quel point cette politique est stupide. Arrêtez de vous comporter comme des Kurdes. Allez, si on agite un drapeau, ça y est, c'est ce nationalisme de merde, là. Je parle du faux nationalisme, je ne parle pas du patriotisme, hein, parce que les nations, pour moi, c'est des patriotes. Mais c'est ce nationalisme de merde qui, en 14, a massacré plein de gens. Il n'y a pas qu'en 14, en 15, en 16, en 1800. C'est ce nationalisme de merde qui fait que les riches sont au chaud
en train de bouffer et de se téléphoner pendant que toi, tu te bats contre Jean-Michel qui se bat contre Mahmoud comme des gros cons. Et après, vous rentrez en pleurant en disant eh, plus jamais ça, on fait la paix. Et 20 ans après, vous remettez ça. On t'a sorti un bout de drapeau, un pseudo-truc. Ouais, c'est des pays, si tu veux, oui, des pays, des grands pays avec une grande histoire. Mais pourquoi tu suis toujours les mecs qui t'imposent, des types qui arrivent pour faire la guerre à leurs voisins, pour piquer des terres et pour se dire qu'eux sont génétiquement meilleurs? C'est le discours des islamistes. Les islamistes sont des nazis. Pour eux, ils sont au-dessus des autres. Ce sont eux les hommes, ce sont eux les élus. Voilà, de toute façon, on a tous nos nazis. Et c'est toujours le même cinéma. C'est un Volk, un Steit, un Führer, et on est la race, on est le peuple élu. Et eux, quand ils parlent d'élection, les islamistes, c'est on parle pas d'une élection divine, c'est-à-dire d'un choix. Mais tu retrouves ça partout. Donc comment critiquer Netanyahou sans critiquer Erdogan? Comment critiquer Trump sans critiquer Poutine? Et voilà. Comment mépriser Macron et Theresa May et les troupes françaises qui sont là-bas, qui continuent à faire croire qu'elles se battent pour le terrorisme? Quand tu vas te prendre les léopards turcs au cul, tu vas voir avec ton fusil 4 si tu vas rester. Tu vas voir le terrorisme, petit con. Voilà. Par contre, que va faire la population française lorsqu'elle verra les premiers morts arriver? Il y a déjà eu des morts français, certes, mais on les a tués. Le plus qu'il y a eu, c'est à Barkhane. En Syrie, il y a eu des arrestations de Français. Ça s'est arrangé diplomatiquement, on va le dire comme ça. Mais là, tu vas faire quoi? Tu vas prendre tes fusils, tu vas te barrer, c'est tout. Parce que tu ne peux pas résister à une offensive terrestre turque. T'as pas les moyens. T'as pas d'armée. Il y a un porte-avions qui fonctionne 6 mois sur 12. Enfin bref, il y a des pans entiers de l'armée. C'est limite l'armée du salut. C'est tout ce qui te reste. Hein. Tu peux... Puis pourquoi tu veux défendre les Kurdes? Ils veulent pas de toi. Puis tu veux les défendre contre quoi? Contre le bordel que t'as mis pendant des années là-bas? Tu vas te retrouver, voilà, nous on va se retrouver, ce sera le mot de la fin, on va se retrouver entre deux feux, entre des Turcs qui tirent sur des Syriens qui tirent sur des Turcs, des Kurdes au milieu, des milices arabes qui vont arriver poser des bombes, le Hezbollah qui va faire la guerre, et nous on va faire quoi? On va défendre les Kurdes. La meilleure manière, tu vois, tu veux sauver les Kurdes, Macron? Commence par te sauver. Déjà, tu auras sauvé, commence par sauver tes troupes, tes 250 types là-bas qui servent à rien en plus. Ils les ont mis là-bas en début d'année, Zama, pour impressionner les Turcs. En fait, les Turcs voulaient déjà rentrer dans Manbij en début d'année, en 2018. Les Américains, on y attendait un petit peu. Les Turcs ont fait un peu pression. Les Américains ont dit non. Dès que Macron et ses amis ont entendu que les Américains ont dit non, ils sont allés faire les... C'est comme ça que ça marche. Dès qu'ils ont su que les Américains ne laisseraient pas faire, ils sont venus faire les hommes. Oui, on a déployé des hommes là-bas pour protéger nos amis kurdes. Et non, t'as mis des hommes là-bas pour faire le larbin des Américains qui t'ont rien demandé, tout en sachant que les Américains n'autoriseraient pas les Turcs à venir. Là, en fin d'année, les Américains autorisent les Turcs à rentrer dans le nord de la Syrie. Tu vas faire quoi? Tu vas continuer à rester? Alors, je ferai une autre revue de presse lorsque tout ceci se décantera un petit peu, mais donc là, on est à 2 doigts de plusieurs guerres. Il y a des tensions qui sont là. À côté de ça, on nous dit que la Syrie c'est fini, paix et sécurité. Il y a une conférence, il y a un processus qui est en train de se faire et qui suit celui de Sochi et d'Astana où on a récupéré 50 personnalités syriennes de tous bords pour faire une constituante, pour faire donc une constitution, donc travailler avec une assemblée constituante, la constituer et faire donc une constitution, je m'excuse, pour ensuite proposer des élections. Donc on est en train de nous dire paix et sécurité. On est en train de nous montrer un processus constitutionnel qui se fait. Je parle pas des 250 moucherons avec leur fusil 4 qui est là-bas. Et à côté de ça, on voit que chacun des protagonistes est à 2 doigts de se taper avec les autres protagonistes. Et le printemps arrive. On va avoir un hiver qui ressemble à un printemps. On a eu un automne très pluvieux. Tout ceci tout ceci est signe. Des signes immédiats, signes proches, en fonction des différentes prophéties, Erlmeyer, prophétie du Shalom, en fonction des différentes eschatologies, pour nous dire qu'une guerre qui démarre au Proche-Orient, qui sera courte, brève, mais meurtrière, au printemps, c'est crédible. C'est crédible. C'est crédible. Tout le monde est en tension, là. Si la Turquie rentre, les Syriens vont se battre parce qu'ils sont en confiance. On voit en Syrie un petit peu la situation de l'Europe en 14, avec la triple entente, l'Axe c'était en 40, pardon. En 14, il y avait la triple entente d'un côté et la triple je sais plus quoi de l'autre côté. Et je vous rappelle que c'est l'assassinat
d'un archiduc monarque autrichien par un étudiant serbe, je crois qu'il s'appelait Principe, qui a donné lieu à l'une des 2 plus grosses boucheries que l'humanité ait connues. Et là, on n'est plus en 14. On est dans la même situation, mais avec des armes nucléaires. Et avec 2 superpuissances. Et des puissances mineures, certes, mais dangereuses. Donc si ça pète, comme l'annoncent certaines prophéties, hein, ça va péter. Il y a un événement astronomique qui fait que la guerre va vite s'arrêter. Et à ce moment-là, on va sortir de tout ça et apparaîtra, je sais pas, enfin bref... allez voir un petit peu les eschatologies, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas. Eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Et allez voir un petit peu les prophéties de tous bords, de toute religion, parce qu'elles disent toutes la même chose. La seule chose qui diffère, c'est chacune annonce son vainqueur. Donc quelque part, ça sera le mot de la fin. On est à la pire des époques pour un humain, puisque c'est l'époque de la fin des temps. Pas encore de la fin du monde physique, la fin des temps. La fin de notre temps. Une nouvelle année se prépare. Mais en même temps, on est à la meilleure époque, puisque tous ces livres religieux, toutes ces religions, toutes ces discussions, toutes ces disputations vont trouver leur terme là. Ben, on va voir qui a gagné. Qui, quid des musulmans, des chrétiens ou des feuges, a le mot de la fin et gagne à la fin. Bon, pour moi, c'est le même Messie pour les 3. Hein. C'est le même homme pour les 3 et ce sera la réunion du meilleur de tous les peuples. Voilà comment je vois les choses, plus qu'un camp qui gagne. Mais enfin, pour ceux qui déclarent, qui pensent que leur camp est meilleur, là on va voir. Voilà, bon, c'est une petite revue de presse sans prétention. C'est un petit peu le fouillis. Un, parce que j'ai pas mes notes, puis je suis en train de peler là. Et puis c'est très dense. Et puis 2, ça vous permet d'aller un petit peu voir. Voilà. Donc pareil, hein, vous avez tout un tas de sources. Moi je vous invite à prendre 2 sources. Une source sérieuse, une source moins sérieuse, mais deux sources de chaque opinion. Si vous lisez l'anglais, vous avez la presse anglaise américaine. Vous avez en français, vous avez par exemple quelque chose comme le Seeker, qui est très bien, en début d'analyse. Vous avez, voilà, je sais pas, tu démarres sur RT pour avoir le fait brut. Ensuite, tu vas sur OPEX. Tu vas sur certains forums qui vont préciser le fait. Après, tu vas sur des forums d'opinion. Après, tu vas sur, voilà, le Seeker. Après, tu vas sur... c'est pas, faut pas aller sur Spoutnik ou réseau, même réseau international, c'est pas toujours fiable. Hein. Ou alors les mecs qui vont sur Stop Mensonge, les gars, voilà, non, mais on parle de sources crédibles. Vous prenez une source mainstream, vous avez l'info brute, le fait, et à partir de là, vous creusez derrière. Réseau Voltaire, il y a des centaines et des centaines de sources. Non, parce que tu as des débiles profonds qui pensent qu'on prend un article. Là, je suis en train de vous lire un article. Tu vois, parce que intellectuellement, comme ils sont assez limités, ces gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse lire des choses, les ingurgiter, les travailler pendant notre sommeil, en faire un plan et les restituer. Même si c'est un peu fouillé, ce sera toujours un peu mieux que mettre des images qui m'appartiennent pas et faire du commentaire à la... Comme tout un tas de gens sur Internet, je vise personne en particulier, mais bon, apparemment... La guerre en 2019 au printemps? Maybe. Si jamais il n'y a pas de guerre en 2019, je te promets qu'en 2020, je fais du hard rock, je bazarde toute l'eschatologie, je me coupe la barbe, je me fais appeler Lucien, je fais du hard rock, voilà, je fais de la guitare hard rock, et je deviens punk à chien. Parce que là, je m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui ont écrit cette pièce, ce film. Votre film, hein, sur la fin, il est un peu long, hein, il s'étire. Puis on attend le héros, le personnage principal, hein, on attend El Mago. Parce que là, c'est vraiment une histoire de série B, les acteurs ont des tronches de série B, l'histoire s'enlise, chaque mouvement prend 10 ans, hein, hop, 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 il faut y aller là maintenant. Hein. S'il y a des trucs qui doivent se produire, c'est le maintenant. C'est maintenant ou jamais. Voilà, moi 2020, je ferai du hard rock et puis j'irai à Toulouse. Je vendrai des poils de barbe. À Toulouse, j'élèverai des chèvres et... J'ai dit j'élèverai des chèvres. Hein. Commencez pas. Allez, ciao tout le monde. Hein. C'était une petite vidéo tranquille. Nous sommes le 3 janvier. Je sens... Oh putain. Seul David Vincent le sait. Ils sont là. Ils arrivent. Les extraterrestres chez vous. D'ici à la fin de la semaine. Voilà. Si jamais il n'y a pas d'extraterrestre qui apparaît d'ici à la fin de la semaine, je m'appelle pas Aziz, je m'appelle Ryan. Ciao tout le monde.